Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La marche parisienne d'hier contre la vie chère, contre l'inaction climatique à l'appel de la NUPES. Avec les suites de cette marche, la grève dans les raffineries qui se poursuit dans certaines d'entre elles, un appel à la grève pour demain, un calendrier qui se tend également pour l'exécutif alors que l'utilisation du 49.3 est une aujourd'hui possibilité dans l'hémicycle pour parler de cette équation sociale, pour tenter de démêler les causes, les conséquences. Nous sommes en compagnie de Dominique Méda, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Vous venez de publier « C'était les années Macron » aux éditions Champ Actuel. Dominique Méda, votre regard sur ce qui s'est passé hier? Alors je dirais que vous venez de le rappeler, hier c'est juste un élément du puzzle dont va être composée la semaine, puisqu'il y a demain la manifestation interprofessionnelle appelée par plusieurs syndicats, à laquelle appellent plusieurs syndicats, et puis il y a ce qui se passe à l'Assemblée, c'est-à-dire le 49.3 qui va être déclenché à un moment, comme l'a dit Elisabeth Borne hier soir. Alors je dirais que bon, que dire de ce moment? Il y a eu une belle photo de famille, donc c'est un moment d'unité pour la NUPES et pour la gauche. Je dirais que la gauche a réaffirmé à la fois son ancrage dans les questions relatives au travail et avec les classes populaires. Et que de ce fait, elle a montré elle a confirmé sa rupture avec je dirais les années Hollande. Et en même temps, il ne faut pas voir seulement ce tout petit bout de l'histoire. Il me semble que ce qui s'est passé hier, c'est le résultat, la conséquence de plusieurs années d'impéritie de la part des gouvernements précédents, notamment le fait qu'on n'a pas préparé la société à la transition écologique. Et donc, c'est pour ça les deux mots d'ordre, contre la vie chère et l'inaction climatique, c'est très intéressant. Parce que c'est contradictoire ou pas? Eh bien non, c'est pas contradictoire, parce que c'est une manifestation contre la vie chère qui vient de l'inaction climatique. Parce qu'on voit très bien que depuis 5, 10, 20 ans, on aurait pu préparer la société et si on avait investi dans les trains, dans la réduction de l'étalement urbain, dans l'isolation des bâtiments, si on avait repensé nos villes, si on avait développé évidemment les énergies renouvelables, alors peut-être que la vie aurait été aujourd'hui moins chère et plus facile. Mais alors, précisément, si on avait fait les deux choses conjointement, est-ce que l'on aurait réussi, par exemple, à absorber des chocs qui étaient des chocs complètement imprévisibles? Dominique Méda, est-ce que, par exemple, la lutte contre l'étalement urbain, est-ce que le fait de modifier le mix énergétique, tout cela était envisageable? Pourquoi d'ailleurs, si cela l'était, pourquoi cela n'a pas été envisagé par la gauche au pouvoir? Ben, si vous voulez, alors en effet, ni la droite ni la gauche n'ont fait ce qu'il fallait. Ça me paraît absolument clair. Et on a perdu un temps fou. C'est pour ça que j'ai donné ce titre à mon livre, qui est en fait une reprise des chroniques que j'ai faites dans Le Monde d'avril 2018 à aujourd'hui, à juin 2022. Donc c'est un peu un bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où on a perdu un temps absolument fou. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est accroché à un certain nombre de totems, à des réformes sociales qui ont fait, je le disais, perdre du temps partout, à l'Assemblée, aux administrations et évidemment aux personnes qui ont écrasé, épuisé le corps social. Les gens ont passé leur temps à aller manifester contre ces réformes. Ces réformes n'ont franchement pas donné grand-chose. Les ordonnances travail, elles n'ont pas révolutionné le marché du travail. Les retraites, finalement, ça n'a pas abouti. Donc, ce quinquennat a passé un temps fou à essayer de mettre en place des réformes sociales au lieu d'investir massivement dans la transition écologique. Est-ce que vous vous souvenez, Guillaume Erner, que lors de la rencontre avec les intellectuels, que c'est vous qui l'animiez, cette rencontre, vous aviez eu l'amabilité de me donner la parole, et j'avais demandé à Emmanuel Macron, donc on était en mars 2019, s'il avait l'intention, pour traiter cette question
absolument brûlante de la transition écologique, s'il avait l'intention d'ajouter 20 milliards de plus en investissement public chaque année dans la transition écologique. Et il m'avait répondu, ça m'avait totalement sidéré, il m'avait répondu « Madame, Nicolas Sarkozy l'a fait et ça n'a pas fait baisser le chômage ». Bon, donc voilà, impéritie du dernier quinquennat, impéritie en effet de toute la puissance publique depuis 20 ans. Et aujourd'hui, justement, lorsque la gauche manifeste donc avec ces deux mots d'ordre qui ont été considérés comme étant antithétiques. Alors vous considérez, Dominique Méda, qu'il peut y avoir justement une convergence des luttes entre ces deux mots d'ordre. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il est possible d'articuler une politique qui puisse conjuguer à la fois lutte contre la vie chère et une activité à l'encontre du réchauffement climatique? Mais alors, c'est vrai que la position du gouvernement, là, elle est très compliquée, parce que, comme d'habitude, quand on n'a pas prévu, on est complètement acculé. Donc là, il faut à la fois gérer le malheur social, et donc, par exemple, prolonger la ristourne. Et on sait très bien que prolonger la ristourne sur l'essence, qui va concerner tout le monde, ça va évidemment une fois de plus ne pas être ciblé sur les plus modestes. Et donc, c'est une sorte d'énorme gaspillage. Donc, il faut à la fois rassurer la population et en même temps travailler pour le long terme. Donc, ce gouvernement doit tenir à la fois la réparation des erreurs passées en gérant le court terme, mais ce court terme, la politique qui est menée à court terme, elle accroît le problème pour le long terme. Donc c'est un affaire absolument épouvantable. C'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, il faut absolument que nos gouvernements soient là, non pas pour essayer de se faire... Mais alors là, je dis des choses vraiment d'une banalité folle, j'en suis désolée, mais les gouvernements ne sont pas là pour essayer de garder leur petite place. Ils sont là quand même pour s'occuper de l'intérêt général à long terme des sociétés. Et là, ça n'a pas été fait. Il faut absolument redresser la barre. Ce que le gouvernement essaye de faire avec son plan sobriété. Mais je rappelle que des chercheurs, depuis des années, le GIEC existe quand même depuis très longtemps, mais là maintenant les choses sont plus claires, par exemple depuis 2015, depuis les accords de Paris. Négawatt, l'autre jour je concluais la réunion de Négawatt, une association qui depuis 20 ans dit qu'il faut absolument faire de la sobriété, faire de l'efficacité. Tout ça n'a pas été entendu. Donc là il y a quand même un vrai problème, y compris de manière pour le gouvernement d'entendre ce qui se dit dans la société, à la fois de ces chercheurs qu'ils ne consultent pas assez, mais aussi je dirais de la population. Par ailleurs, l'autre élément important, Dominique Méda, dans votre commentaire par rapport à cette marche hier, vous avez dit rompre avec les années Hollande. Qu'est-ce que ça veut dire rompre avec les années Hollande? J'imagine aussi, je ne vais pas trop extrapoler dans vos propos, mais j'imagine que ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a à minima deux gauches, la gauche de François Hollande. Que représentait-elle par rapport à ces questions-là? Alors, la gauche Hollande, elle a en fait poursuivi un mouvement qui était né dans la social-démocratie européenne, alors il y a bien longtemps, mais aussi particulièrement en 1999, le moment du manifeste Blair-Schröder. Vous revenez là-dessus dans votre ouvrage, c'était les années Macron, Dominique Méda. Ça me paraît un moment très important. Pourquoi? Quel était ce moment? Rappelez-le nous et puis dites-nous pourquoi, pour vous, il y a vraiment une rupture à cette époque. Alors, Tony Blair et Gerhard Schröder, donc le chancelier allemand et le Premier ministre anglais, décident d'écrire ensemble un manifeste. Ils proposent d'ailleurs à Lionel Jospin, qui à l'époque est Premier ministre français, pardon, j'ai dit Premier ministre pour Tony Blair, je voulais dire chancelier. Enfin, bref. Ils décident donc d'écrire ensemble un manifeste qui est en rupture radicale avec les idées, je dirais, socialistes. C'est-à-dire, ce qu'ils disent dans ce manifeste, c'est, en gros, il faut mettre l'accent sur la responsabilité individuelle, l'État dépense trop, les dépenses publiques sont trop élevées, il faut donc rompre avec ce cercle. Il y a une dépendance aux allocations qui est mise en place. Bref, toutes les positions, je dirais, traditionnelles de la gauche depuis la création de l'État-providence au moment de la sortie de
de la Seconde Guerre mondiale sont complètement remises en cause. Jospin résiste, hein. Jospin refuse de signer cette lettre. Il va y avoir quelques mois plus tard une réunion à Florence. La réunion, elle est intitulée Réformisme au XXIe siècle. Il y a aussi Clinton, Massimo D'Alema. Donc il y a les 6 dirigeants sociodémocrates. Et Jospin résiste encore un peu. Mais voilà, c'est notamment un moment où la gauche va accepter, par exemple, cette idée qu'il faut faire des réformes structurelles. Il y a trop de protection, il y a trop de protection de l'emploi, il faut supprimer les règles sur le marché du travail, etc. etc. Et c'est un moment très grave parce qu'en effet, ça va contribuer à désespérer, je dirais, les salariés. Et puis, ça va jeter en quelque sorte le malheur sur une partie des salariés. Mais est-ce que ça s'appelle tout simplement la social-démocratie, Dominique Méda, ou bien une autre social-démocratie est possible selon vous? Donc, parfois on a appelé ça le social-libéralisme. On parle aussi du néolibéralisme. Et moi, vous voyez, j'ai l'impression, j'ai intitulé aussi mon livre « C'était les années Macron », parce qu'il me semble que finalement la vision politique, voire philosophique d'Emmanuel Macron, elle est très tournée vers le passé. Il me semble qu'on est en train, un cycle est en train de s'achever, le cycle du consensus de Washington, le cycle du néolibéralisme, où en effet on pensait que les États étaient en compétition et devaient développer leur compétitivité en écrasant les salaires, en permettant à tout le monde de se faire concurrence et de se prendre des parts de marché. Il me semble qu'on a montré que les résultats d'une telle politique ou d'une telle vision de la société étaient extrêmement médiocres, extrêmement mauvais, et donc il fallait prendre un tournant. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron reste les yeux rivés sur, si vous voulez, ce qu'on a appelé ces réformes néolibérales proposées par l'OCDE autour des années fin 90, début 2000, et que là, c'est absolument pas ce dont on a besoin. On a au contraire besoin d'investir dans la cohésion sociale, d'investir dans la transition écologique. On a besoin de reconstruire nos sociétés. Sans doute de mettre beaucoup plus de solidarité qu'à l'heure actuelle, et y compris par exemple au sein de l'Europe. Donc voilà, je pense qu'on doit tout reconstruire et que finalement, il faudrait rompre avec ce social-libéralisme ou ce néolibéralisme qui ne nous a rien apporté de bon, qui ne nous a pas permis de nous préparer correctement à lutter contre les effets du changement climatique. Mais alors là, précisément, rompre avec cette forme d'organisation de la société, c'est quelque chose qui peut sembler extrêmement vague, Dominique Méda, parce que au-delà donc des slogans, on voit mal concrètement comment on pourrait rompre avec cela, sachant que les différentes tentatives qui sont faites à gauche, dont certaines d'ailleurs sont saluées par les électeurs, je pense par exemple à ce qui se passe au Portugal, ne sont pas des ruptures avec le capitalisme. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut rompre avec le capitalisme, et d'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire exactement, rompre avec le capitalisme. Moi, ce que j'imagine, c'est une société qui met plus la solidarité au cœur de son projet, qui investit dans l'emploi de qualité, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand même, on a eu un choc de chômage qui a concerné principalement les gens les moins diplômés, et donc tout se passe comme si on avait sacrifié une partie de la population. Et si vous voulez, c'est ça aussi qui me paraît très critiquable dans le nouveau quinquennat qui s'annonce, c'est-à-dire que les réformes prioritaires, ou qui semblent telles, qu'est-ce que c'est ? C'est rendre encore plus punitive l'assurance chômage, donc quand même punir des gens qui sont déjà en situation malheureuse. Évidemment, ne le dit pas ainsi. Il parle donc d'accroître les incitations et également d'avoir une politique donc contre le chômage qui soit en lien avec l'état du marché de l'emploi, Dominique Méda. Oui, mais enfin, vous savez très bien, là on a quand même maintenant beaucoup d'études, et notamment celles de la DARES qui sont tout à fait remarquables sur ces sujets, c'est que les difficultés de recrutement, elles sont dues en partie à des conditions de travail qui ne sont pas bonnes et à des salaires trop bas. Donc on appelle ça le manque d'attractivité d'un certain poste, même si en effet ça ne les concerne pas tous. Hein. Mais voilà. Et de surcroît, les postes vacants, donc peut-être 350 000, il ne suffirait de toute façon pas à absorber la totalité des chômeurs qui, de surcroît, sont de moins en moins nombreux à être indemnisés. Et on a quand même un certain nombre d'économistes qui nous disent qu'il y a
il n'y a pas de rapport entre cette indemnisation et le fait qu'ils ne retourneraient pas à l'emploi. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de se représenter les chômeurs soit comme des paresseux, soit comme des fraudeurs. Alors, là, on a des études. Et que finalement, au lieu de s'acharner sur eux, on ferait bien mieux d'augmenter, par exemple, les effectifs des conseillers de Pôle emploi, qui ne sont pas assez nombreux. Ils ont à gérer des portefeuilles très importants. Et donc, voilà, mettre plus d'accompagnement. D'ailleurs, autre sujet, donc Emmanuel Macron aussi propose de faire une expérimentation en matière sur le RSA, donc pour demander des contreparties aux personnes qui sont au RSA, comme si elles non plus ne voulaient pas travailler. Mais là encore, il avait promis à un moment de mettre en place un service public de l'insertion, donc d'aider les personnes. Ça n'a pas été fait. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on recommence avec ce nouveau quinquennat à avoir des politiques qui cherchent toujours à agir sur les personnes comme si elles se comportaient mal, à agir sur leur conduite, au lieu que l'État prenne toutes ses responsabilités et accompagne réellement la reconstruction de notre économie. Je fais une chronique mensuelle dans Le Monde et c'est là-dessus que j'ai axé mon propos ce week-end, sur l'idée qu'il nous faut des emplois maintenant de qualité, investir dans la cohésion sociale, investir dans la qualité de l'emploi. Et si jamais on parvient à investir massivement dans la rénovation thermique des bâtiments, la construction d'infrastructures, les énergies renouvelables, là, ça ouvre tout un champ d'emplois. Et il me semble que si le gouvernement est capable de mettre, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport qui vient de paraître il y a 2 jours, qui nous dit qu'il y a 160 milliards d'euros qui sont des aides aux entreprises. Si on arrive à concentrer ces 160 milliards ou même moins sur les emplois de la transition écologique, ou plus largement sur des emplois qui vont être utiles à la transition écologique et qui vont être d'une certaine manière socialement et écologiquement favorables, alors là, on pourra faire des choses intéressantes. Justement, lorsque l'on voit, par exemple, les différents articles que vous avez consacrés pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron à la question de la transition écologique, vous avez été entendu sur la question de la sobriété, Dominique Méda? Mais alors, vous savez qu'il n'y a pas que moi, bien sûr. Il y a beaucoup de chercheurs. Vous le dites en souriant, mais... Non, mais tout à fait. Mais oui, mais enfin, tellement tard, je dirais, mais trop tard. En effet, non, c'est tout à fait sidérant. C'est ce qu'on se disait ce week-end avec on appelle ça les compagnons de Négawatt, qui donc poussent cette idée et font des scénarios depuis très longtemps, qui montrent que l'on peut, à l'aide de la sobriété, de l'efficacité et des énergies renouvelables, atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce qui est tout à fait amusant, c'est qu'Emmanuel Macron a traité ces gens-là, ou du moins les gens qui portaient ces idées d'Amish, et puis qu'un petit peu après, il reprend quand même la plupart des mesures proposées par Négawatt. Donc tout se passe comme si le gouvernement avait un temps de retard sur la société civile et les chercheurs. Dominique Méda, c'était les années Macron, le livre que vous publiez chez Champs Actuels, autrement dit aux éditions Flammarion. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par Leila de Comarmont, qui est journaliste aux Échos, spécialiste des questions sociales. On a évoqué donc cette marche organisée par la NUPES contre la vie chère et l'inaction climatique. On va voir maintenant quelles peuvent être les conséquences de cette marche, la manière dont la question sociale va se poser, et puis l'appel à la grève pour demain, qui est lancé par des organisations syndicales. On va voir comment le climat social du pays pourrait évoluer. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous évoquons le bras de fer social après donc la manifestation d'hier à l'appel de la NUPES contre la vie chère et l'inaction climatique. Cet appel des syndicats demain à une manifestation et à une grève. Nous sommes en compagnie de Dominique Méda, professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. On vous doit C'était les années Macron, un livre publié aux éditions Flammarion. Et nous accueillons Leila de Comarmont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste des questions sociales. Leila de Comarmont, l'action des syndicats, précisément, comment s'articule-t-elle aujourd'hui avec celle des politiques? On a entendu, par exemple, que ça n'était pas le rôle de partis politiques que d'appeler à manifester, comme l'ont fait les partis de la NUPES hier. Qu'est-ce qu'il reste dès lors pour les syndicats, pour l'action, pour la journée d'action prévue demain, selon vous?
Alors, je crois que malgré ce qu'on imagine, il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que effectivement, il y a un agenda politique, il y a un agenda social qui se mêle parce qu'il y a toujours eu du côté de la gauche la volonté de s'approprier le mouvement social, et que donc cet encadrement d'ailleurs de la marche de dimanche entre le 29 septembre où la CGT, la FSU et Solidaire ont mobilisé et la nouvelle mobilisation plus radicale, je dirais, à laquelle appelle cette fois-ci aussi FO, mardi, est aussi une façon de marquer eux c'est eux et nous c'est nous. Eux, c'est eux et nous, c'est nous. Effectivement, on voit la manière dont les rôles peuvent se répartir. Est-ce que ça signifie que la journée d'action de demain va être suivie, largement suivie à l'appel des syndicats, les LAD Comarmont? Alors, en tout cas, ils font tout pour. Et puis, jeudi, vous aviez Martial Foucault du CEVIPOF qui était là pour évoquer la dernière édition de l'enquête du Centre d'études de la vie politique de Sciences Po, qui montre une montée de la colère. Et alors, cette montée de la colère, elle est reconnue par tout le monde. Il a contribué à la relativiser, tout de même, les LAD Comarmont, mais bon, c'est une enquête, l'enquête Fracture française, et il expliquait que celle-ci était relative, mais ensuite, il peut y avoir des mobilisations de la part de certaines entités, donc là en l'occurrence les syndicats et les partis de gauche, avec des conséquences réelles sans qu'il y ait unanimité dans le corps social à cet égard. Est-ce que pour vous, les syndicats aujourd'hui sont d'accord tout d'abord sur les mots d'ordre? Les syndicats qui appellent, oui, il ne vous aura pas échappé évidemment que tous les syndicats n'appellent pas, et en particulier la CFDT, qui est le premier syndicat français. Mais sur le mot d'ordre du pouvoir d'achat, ou plutôt du salaire, qui est l'élément moteur du syndicalisme, tous les syndicats se rejoignent. Et s'ils se rejoignent, c'est aussi parce qu'il y a dans le corps salarial une très forte montée de cette revendication, liée évidemment aussi au retour de l'inflation, comme on ne l'avait pas connu depuis très longtemps, comme un certain nombre d'ailleurs de salariés ne l'avaient jamais connu. Ça n'est pas pour autant que tous vont se retrouver dans la rue, mais ce qui est notable et assez majeur pour être signalé, c'est que ça ne veut pas dire que l'unité syndicale qu'ils affichent sur des thématiques comme les salaires, on en a parlé, comme aussi les retraites, est en train de se fissurer. Chacun prend bien soin, et c'est très important pour la suite, à ne pas insulter l'avenir et donc à ne pas s'échanger de noms d'oiseaux. Dominique Méda, est-ce que ça peut fonctionner, une manifestation de ce type, manifestation au sens large, puisque par définition même, on peut demander une augmentation des salaires, mais celle-ci ne peut être obtenue suite aux décisions du gouvernement que dans le secteur public? Oui, mais ce serait déjà très important, ça ferait un effet d'entraînement qui serait massif. Or, le secteur public est quand même particulièrement sous tension aujourd'hui. Je pense à l'hôpital. Je lisais une tribune récente d'un hospitalier qui rappelait que l'ONDAM, vous savez, l'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. On a l'impression qu'il est plus... Donc, c'est ce qui permet ce qui décide du financement des hôpitaux. On a l'impression là qu'il a considérablement augmenté, mais quand on prend en compte l'inflation, on s'aperçoit que pas du tout. Or, l'hôpital est complètement à l'os et on voit bien qu'il faut absolument augmenter les salaires dans ce secteur. Je donne un tout petit exemple qui peut paraître complètement anodin, mais les internes sur qui repose aujourd'hui l'hôpital et qui travaillent plus de 60 heures par semaine. En première année, leur salaire brut est de 1 600 euros.
après 6 ans d'études extrêmement difficiles, etc. Donc il y a aussi un ras-le-bol du service public et ça c'est très grave parce qu'on risque d'avoir, et on le voit déjà, une sorte de désaffection du service public. Et donc là, le gouvernement a à sa main un moyen dont il devrait vraiment, utiliser. Mais est-ce qu'on peut imaginer une mobilisation importante, bras de fer, puisque ce dont il est question, c'est un grand soir, Dominique Méda, avec ce mot d'ordre qui ne correspond pas à une politique claire ensuite. Je veux dire, on a vu des mobilisations contre un projet de loi pour le retirer. Là, il s'agit donc d'une augmentation de salaire. Cette augmentation de salaire, par exemple, dans le privé, elle est évidemment soumise à la décision de différents chefs d'entreprise. Est-ce que ce type de configuration, ça peut susciter une large mobilisation dans le pays ? Je pense que c'est un des éléments du puzzle. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, comme le disait Léla de Comarmont tout à l'heure, il me semble que le terme essentiel, là, c'est redistribution. C'est-à-dire, il y a non seulement dans la population un sentiment de colère, mais aussi de profonde injustice. Et ça me rappelle, au moment des Gilets jaunes, c'était la figure de Carlos Ghosn, où on racontait la manière dont il s'était augmenté. Aujourd'hui, c'est Patrick Pouyanné qui joue ce rôle. Donc voilà, il y a des figures comme ça qui rendent la situation insupportable parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se serrent la ceinture et qui ne peuvent plus vivre pendant qu'ils voient que d'autres, tranquillement, se votent des augmentations. Donc, en effet, je pense qu'à partir de là, il peut y avoir des mots d'ordre et des nouvelles politiques autour... on voit bien que le thème qui revient, ça fait bien longtemps qu'il n'était pas dans le débat public, c'est le partage de la valeur ajoutée. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Partage de la valeur ajoutée entre travail et capital. Ça, c'est très, très important. En effet, ça a été remis sur la table à cause de l'inflation, mais ça peut là donner du grain à moudre, en effet, à tout le monde. Et puis, sur la suite des événements, on va quand même il y a la question des retraites qui s'annonce. Et là, tous les syndicats aussi sont d'accord, me semble-t-il, sur le fait qu'on ne peut pas, comme ça, brutalement, passer à 65 ans. Donc, on voit bien que les semaines et les mois à venir vont être très, très compliqués. Et vous me disiez, est-ce que ça suffit, en gros, d'augmenter les salaires dans le secteur public ? Non. Il y a donc cette question de la redistribution. Il y a toute la question de, est-ce qu'on va réindexer les salaires sur l'inflation ? Ça, c'est aussi vous savez qu'on a quitté cette indexation en 83. Donc, voilà, ça boucle. J'ai l'impression qu'on est en train de boucler une sorte de cycle. Et puis, alors après, il faut entraîner tout le monde. Et pour entraîner tout le monde, il faut... Moi, je parle toujours de reconstruction de l'économie autour de la transition écologique, avec, je pense que ça peut être un chantier enthousiasmant, qui va être créateur d'emplois. Et je disais tout à l'heure, on pourrait réorienter l'ensemble des aides publiques de l'État vers les entreprises, 160 milliards, comme l'a montré un récent rapport, vers justement tous ces emplois à développer autour de la transition écologique. Qu'en pensez-vous, Léla de Comarmont ? Même question que celle posée à Dominique Méda. Est-il possible de mobiliser une part importante des salariés sur un mot d'ordre dont les conséquences, là en l'occurrence l'augmentation de salaire, dépend alors du gouvernement pour le secteur public et d'acteurs individuels pour le secteur privé ? Alors en fait, il y a deux sujets dans la question. Si vous me demandez si la mobilisation de demain sera massive, c'est une chose. Si vous me demandez si les salariés sont capables de se mobiliser dans les entreprises, c'en est une autre. La mobilisation de demain sera en tout cas un capteur de l'état du pays sur la revendication salariale. Avec mais vous pensez que celle-ci va être massive, Léla de Comarmont ? En tout cas, par rapport à la marche de dimanche, très clairement, notamment parce que les syndicats ont une pratique qui est très forte de décentralisation et donc qui permet plus aux gens d'exprimer leur mécontentement. Ils savent mieux faire que les partis politiques, c'est ce que vous voulez dire. On aura un étiage qui pourra être la comparaison avec la mi-décembre 2019, le conflit sur les retraites, pour pouvoir savoir des centaines de milliers de personnes ou pas. Moi, je me garde toujours, je suis toujours prudente sur la météo sociale. Ce
des organisations qui appellent, on parlait de colère, sont très en colère et ont une culture de la manifestation. Maintenant, la question des salaires, elle se règle dans les entreprises. Tout le monde le sait, d'ailleurs, les syndicalistes y compris. Ce qu'on peut imaginer, c'est que le conflit total puisse, en tout cas dans celles qui vont bien, donner des idées aux salariés pour faire remonter la pression s'ils ne l'ont pas déjà fait, parce que vous savez, c'est toujours extrêmement difficile quand il y a des conflits dans les entreprises de mesurer, quand on est à Paris, en donnant des chiffres, on le voit a posteriori en général dans les statistiques dont Dominique Méda a parlé d'ailleurs du travail de la DARES qui est toujours très, très intéressant. Je vous alerte sur un autre élément, c'est que du côté des directions, il est très souvent utilisé des compléments au salaire. Par complément au salaire, je pense à l'intéressement, je pense à la prime Macron, ancienne, nouvelle formule. Et si l'inflation persiste, et n'est pas que lié à une poussée de fièvre énergétique, et ça risque d'être le cas, en tout cas pour quelques mois, la montée de la revendication du salaire en monnaie sonnante et trébuchante risque de se faire forte. Et à cet égard, le conflit total est très intéressant et on peut s'interroger sur la capacité de certains à revendiquer une victoire, parce que tout de même, si on ne prend que les augmentations générales, parce que les augmentations individuelles, évidemment, ces sujets, c'est pas distribué à tout le monde pareil, ils ont eu 5% qui se sont ajoutés à 3,5%. C'est quand même quelque chose d'assez marquant. Alors certains vous diront oui, mais il y avait du rattrapage de 2021. Enfin, le syndicalisme, c'est aussi des victoires. Et il est bon, pour donner du courage aux salariés de suivre les syndicats, de les pointer, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui à la CGT en tout cas, et ça fait s'interroger. Maintenant, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans ce contexte, la confiance dans les syndicats est remontée. L'enquête du CEVIPOF, donc, qui a été évoquée jeudi, le montre. On est à un niveau de confiance jamais atteint depuis 2014, avec une hausse continue. C'est-à-dire que le Covid a plutôt joué en faveur d'un renforcement de la confiance. Alors, vous me direz, on n'est qu'à 38% de confiance, mais en septembre 2019, on était à 28%. Et puis, chez les employés, on est à 45%. Les professions intermédiaires et les cadres à 42%. Il y a une interrogation, c'est les ouvriers, 37%. Et ça peut être un élément de réflexion intéressant sur les enjeux de climat social et les relations entre climat social et climat politique. Donc ça, c'est une évolution tangible. Question de Jean Lémarie, notre éditorialiste politique. Question pour nos deux invités, peut-être d'abord pour Dominique Méda. La grève générale, est-ce que c'est un mot d'ordre politique ou syndical aujourd'hui ? Ah, ça, c'est une question intéressante. Je sais pas si ça fait rêver la grève générale. Donc, c'est intéressant parce que ça a été, en effet, c'est maintenant partagé par les partis politiques et par la NUPES. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Jean-Luc Mélenchon fait bouger des cordes historiques de la gauche, quoi. Donc grève générale, mais aussi, vous avez dit tout à l'heure, Front populaire. Ça, c'est très important, puisque le Front populaire, c'était quand même la réunion des différents mouvements de gauche, en réponse à la manifestation de l'extrême droite, et donc au risque que l'extrême droite arrive aux portes du pouvoir. Donc je trouve tout ça très intéressant de réencastrer les événements actuels dans l'histoire longue de la gauche. Léla de Comarmont, même question. Moi, je qualifierais ça de mythe militant. C'est-à-dire que c'est une façon de se sentir plus fort, d'avoir l'espoir de réussir par son action à obtenir l'entièreté de ce que l'on souhaite. C'est un mythe militant, mais ça n'est pas une réalité. D'ailleurs, si vous regardez, il y a eu Philippe Martinez, pour la journée de mardi, a monté d'un cran en appelant à la
généralisation de la grève, mais pas à la grève générale. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment qu'une grève générale, et d'ailleurs Bernard Thibault aussi l'a dit avant lui, et bien d'autres responsables syndicaux, une grève générale, ça ne se décrète pas. La suite des mouvements sociaux, on a entendu Sudrail, le syndicat de la SNCF, les LAD Comarmont, qui donc appelle à la grève, une grève reconductible. Qu'est-ce que cela pourrait donner selon vous ? Ce que ça pourrait donner, c'est peut-être griller des cartouches, si tant est que la grève prenne, griller des cartouches avant l'heure, alors qu'un conflit sur les retraites pourrait se dessiner. Je vous signale tout de même, parce que ça explique aussi une montée de tension, à la SNCF, il va y avoir des élections professionnelles. Et évidemment, les positionnements syndicaux prennent en compte cet enjeu-là, qui est un enjeu majeur pour les représentants des salariés, puisque ça détermine leur pouvoir de négociation et de signature d'accords pour les 4 ans à venir. Est-ce que le corps salarial de la SNCF va rebondir? Est-ce qu'il va s'économiser pour les enjeux de retraite? On le saura. C'est une question importante, mais alors précisément, le rapport de force entre Sudrail et les autres syndicats à la SNCF, quel est-il, les LAD Comarmont ? Le rapport de force de Sudrail, c'est qu'effectivement, ils ont plutôt tendance à essayer de faire monter la pression beaucoup plus que les autres et qu'appeler à la reconduction de la grève, c'est quelque chose qui est dans leur langage syndical. Mais ce n'est pas eux qui peuvent faire bouger. Après, le sujet, justement, dans un contexte d'élection professionnelle, et c'est là où ça complique quand même les choses, c'est est-ce que la base est en colère et a envie d'en découdre dès à présent ? Ça rejoint d'ailleurs l'enjeu du conflit total. Ceux qui pensent que c'est de la manipulation par des hiérarques syndicaux se trompent. Pourquoi ? Il y a une colère à la base, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que le travail n'a pas encore repris. Alors bien sûr, ça aurait fait désordre si les raffineries s'étaient remises à fonctionner avant mardi, mais il faut mesurer ce que signifie un conflit de plusieurs jours pour des salariés. Et je vous renverrai, il y a un film qui est à la fois très beau et très fort, qui est le film sur la reprise du travail aux usines Vondair en 1968, qui montre bien la difficulté quand on s'est lancé corps et âme dans un mouvement, la difficulté en fait de l'arrêter. Maintenant, je vous renverrai aussi à Maurice Thorez qui, en 1936, et il faut prendre la citation dans son entièreté, disait « Il faut savoir terminer une grève ». Mais attention, dès que la satisfaction a été obtenue, et attention encore, il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais que l'on a obtenu la victoire sur les plus essentiels. C'est un élément extrêmement fort qui montre que c'est aussi du côté des syndicats qu'il faut porter en quelque sorte l'action syndicale, y compris en aidant les salariés à aller au bout de leur mouvement, en enregistrant les victoires et en réussissant aussi à achever le mouvement. Alors ça, donc c'est pour le volet syndical des choses. Dominique Méda, pour le volet politique, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, puisqu'il y a eu un appel à la manifestation qui a donné lieu donc à ce mouvement que nous avons vu hier dans les rues de Paris à l'appel de la NUPES. Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour la suite? Est-ce que le gouvernement peut s'inspirer, puisqu'on a vu que des questions comme la question de la sobriété, qui était jadis réservée à un vocabulaire situé à gauche, sont aujourd'hui dans le domaine public reprises par le gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez donc imaginer comme suite? En effet, ce qui est intéressant, ce qu'il va falloir regarder de très près, c'est ce qui va se passer à l'Assemblée cette semaine, puisque la semaine dernière, il y a déjà eu un certain nombre de brèches qui ont été ouvertes dans le mur du projet gouvernemental, notamment avec ce vote de l'amendement proposé par le MoDem, avec une augmentation donc, de la flat
tax, ça veut dire que, donc qui passerait de 30 à 35%, donc sur les super dividendes, ça veut dire qu'on remet en cause une des toutes premières mesures du premier quinquennat Macron, qui était de baisser la flat tax sur les dividendes. Donc ça, c'est très intéressant, cette fragmentation qui est en train peut-être de se faire au sein de la majorité présidentielle. Est-ce que la majorité présidentielle est en train d'entendre ce qui se passe et est-ce qu'elle va changer de cap? Moi, j'ai trouvé qu'Elisabeth Borne, hier soir, était relativement prudente. Elle a bien indiqué que la réquisition, c'était quand même un instrument qu'il fallait manier avec beaucoup de précautions. Elle a dit aussi qu'elle allait réunir les présidents des assemblées, qu'ils allaient être réunis pour choisir dans les amendements ceux que le gouvernement allait conserver. Ça, c'est très important. Donc, est-ce que le gouvernement est en train d'entendre quelque chose et est en train peut-être, sans le dire, de changer de cap? Je ne sais pas, mais ça serait évidemment très intéressant. Merci Dominique Méda. C'était Les années Macron, le livre que vous publiez chez Flammarion dans la collection Champs actuels. Merci Léla de Comarmont pour donc votre décryptage des actions syndicales. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin. Il est 8h44 sur France Culture, c'est la suite des matins.